Je suis un universitaire, j'ai fait mes études de troisième cycle avec Maurice Allais et j'ai passé mon doctorat sur les problèmes de développement africain. J'ai commencé d'ailleurs ma carrière universitaire en Afrique pendant 15 ans, dans différents pays, ce qui m'a permis de faire beaucoup de terrain. Et puis après, je suis rentré sur Paris 2, Panthéon-Assas, et j'ai terminé ma carrière à Paris 12, Gustave Eiffel. Pendant ce temps-là, j'ai fait pendant une trentaine d'années des liaisons avec la Chine au rythme de 1 à 2 séjours par an, ce qui me permet d'avoir une expérience sur le moyen terme, tout au moins, de l'évolution chinoise. Alors ça m'a permis de proposer ce livre Les routes de la soie qui ne mènent pas où l'on croit, parce que dans les colloques, je me suis aperçu que chacun était spécialisé sur une partie de la route de la soie et qu'il était peut-être intéressant de mettre tout ça ensemble pour voir quelle allure l'ensemble de ces routes pouvait prendre et quelle signification dans le cadre de la mondialisation cela pouvait avoir. La vision qu'on a sur les routes de la soie est très focalisée sur l'axe eurasique. Et si on regarde les échanges faits par les routes de la soie, ça représente 3 cargos par an. Donc en fait, c'est tout à fait mineur par rapport à l'ensemble des circuits économiques qui se font à travers la planète par ces routes de la soie. On a une vision générale sur les routes de la soie comme une machine à exporter. Or, quand on regarde quand elle a été finalement initialisée, pas déclarée, mais initialisée dans le processus, on a au départ le marché intérieur. En 2008, il y a crise et la Chine répond à ce chambardement par un vaste plan de relance. Ce vaste plan de relance permet d'avoir une grande expérience, notamment dans les équipements à travers la Chine. Et l'idée des Chinois, dès ce moment-là, c'est de dire le marché extérieur est relativement instable et dangereux, donc il faut se recentrer sur le marché intérieur. Mais le marché intérieur a 2 sortes de problèmes. Le premier problème, c'est que le taux d'épargne chinois est extravagant. Et donc il faut le réduire. Pour le réduire, donc il faut mener une politique de sécurité sociale et de retraite. Mais pour satisfaire le marché intérieur, il faut avoir des matières premières et des ressources énergétiques. Or, la Chine en manque. Et donc, en 2013, tout le déploiement des routes de la soie va se faire à la recherche de matières premières et de ressources énergétiques. Et cela tombe à un moment particulièrement intéressant parce que les forces tutélaires traditionnelles, l'Angleterre sur une partie de l'Afrique, la France sur une partie de l'Afrique, l'Amérique sur l'Amérique latine, la Russie sur l'Asie centrale et l'Amérique sur le Moyen-Orient encore, finalement, il y a comme une levée de pied pour des raisons qui sont différentes, l'effondrement du système soviétique, l'absence de ressources chez les Français ou les Anglais, une réorientation de politique internationale sur l'Asie pour l'Amérique, et puis des ressources pétrolières internes au pays qui ne rendent plus le Moyen-Orient tout à fait indispensable. Et donc la Chine va profiter de cette opportunité pour
drainer à travers la planète et faire des investissements avec son expérience qu'elle a eue après 2008 sur son territoire. Et l'essentiel en fait de ces routes de la soie, ce sont des investissements d'infrastructures, de ports, de chemins de fer, pour permettre l'écoulement de ces matières premières qui vont servir à ce moment-là le marché intérieur que l'on doit développer en Chine. Alors maintenant, une fois que l'ensemble de ces investissements sont réalisés, il y a en Afrique, par exemple, une intensité sur la création des voies ferrées et des ports, etc., qu'on n'avait pas vu depuis les années 1880-1910, lorsqu'il y avait la période coloniale. Et donc cette effervescence va se fermer, puisque les structures sont en place. Et donc nous avons à ce moment-là une route de la soie qui n'a pas tout à fait la fonction que l'on a généralement comme une machine à exporter. Le socle en fait de la politique chinoise, c'est d'avoir ressenti d'une façon féroce sa période de déclin lorsque les Occidentaux ont pris finalement le contrôle de la planète. Et donc il a fallu tourner cette page. Cette page a été difficile, puisque il a fallu plusieurs volets pour arriver à surmonter cette affaire. Il y a eu Hong Kong en 1997, Macao en 1999, l'entrée à l'OMC en 2001, les Jeux olympiques en 2008, et puis l'exposition de Shanghai en 2010. Et après toute cette phase, la Chine s'est sentie suffisamment forte pour parler sur l'échiquier mondial avec une force retrouvée. Mais maintenant, dans le rapport avec notamment l'Europe et les États-Unis voient dans la Chine essentiellement un concurrent commercial et s'alarment. On a mis en exergue les alarmes de Donald Trump, mais ça avait commencé avant avec Obama et ça continue aujourd'hui avec Biden. C'est que l'Amérique fait à l'heure actuelle plus d'1 milliard de dollars de déficit par jour. Il est évident qu'un pays ne peut pas continuer à fonctionner avec une telle chose. Mais cela focalise les Américains sur ce déficit commercial. Les Européens voient les choses d'une façon peut-être plus subtile, puisqu'ils analysent la Chine comme un système différent, et non pas comme une force qui viendrait se substituer à celle des Américains qui est prédominante. Alors, ça rend la chose plus complexe, puisque c'est un autre système qui pourrait prendre la place à l'heure actuelle de la mondialisation. Mais le problème, c'est que on a, avec cette différenciation de système, on a 3 points de diffraction importants dans cette mondialisation. C'est l'individualisme, le sens que l'on donne à cela, le pouvoir avec son organisation et les influences du néo-confucianisme que l'on trouve à l'heure actuelle dans les universités de Pékin, et puis le rôle de l'État dans les mécanismes économiques. Alors cela fait l'objet de nombreuses discussions et de discussions assez complexes. Mais à l'intérieur de tout cela, il y a des lignes rouges que ont établies à la fois les Chinois et les Occidentaux. C'est pour les Chinois, il s'agit de Taïwan qui est la ligne rouge la plus importante, et pour les Occidentaux, c'est la circulation sur les routes de la mer de Chine. Alors, si on ne touche pas à ces lignes rouges, il y a des moyens de discussion, mais il y a 2 inconnus sur lesquels
on peut gloser, c'est premièrement comment va se faire la discussion. Est-ce que l'Europe est tirée vers l'Amérique parce que si la Chine propose un autre système, il est évident que l'Europe en ce moment est dans le système occidental et que ça lui fait une position assez difficile, mais c'est ce qu'elle tente de faire pour essayer de parler à tout le monde en quelque sorte. La Chine succède finalement à trois mondialisations qui sont d'origine occidentale. La première était une mondialisation avec le prosélytisme chrétien, c'est-à-dire elle promettait en quelque sorte le paradis. La seconde, c'était l'espérance avec le progrès et de mettre tous les hommes dans une même histoire et avec une histoire qui avait un sens. Et la troisième, c'était avec les Américains, c'était de faire du bonheur avec du consumérisme. Et aujourd'hui, la Chine ne rentrerait pas dans ce système-là. Alors, quelle serait la valeur, après le paradis, le progrès et le bonheur, que pourrait proposer la Chine? Alors, il y a sans doute un accent important que l'on retrouve dans les écrits chinois d'une façon historique, c'est la notion d'harmonie, notamment dans les équilibres entre la communauté et les individus, l'harmonie entre les États et la puissance centrale chinoise. Les enjeux de ces lendemains sont assez importants parce que il y a encore des insécurités sur les lendemains. Rappelons-nous cette histoire de la Hollande au XVIIe siècle, qui était donnée comme la puissance qui allait se substituer aux Espagnols et aux Portugais, et puis qui, au bout de quelques décennies, disparaît à l'avantage de l'Angleterre. Est-ce qu'il ne pourrait pas aussi y avoir une surprise avec une émergence soudaine de l'Inde, par exemple, qui serait un autre partenaire qui interviendrait dans la mondialisation de demain? Alors, le CEDIMES est un réseau de chercheurs, un réseau académique qui s'est constitué à travers plus d'une trentaine de pays depuis une cinquantaine d'années maintenant, puisque nous allons célébrer les 50 ans l'année prochaine, et qui n'est pas constitué comme des filiales à l'étranger, mais comme une organisation de partenaires avec des CEDIMES nationaux qui se fédèrent et qui travaillent sur la recherche, la formation et puis aussi la publication de ces recherches. Alors, on a un accent évidemment et dans un caractère francophone. Alors, on a un accent très important, évidemment en Afrique, et on peut essayer de s'interroger sur la liaison entre l'Afrique et la route de la soie. Là aussi, il y a un paradoxe, parce que l'Afrique semble être partie vers la route de la soie en disant c'est une alternative au modèle occidental qui n'a pas marché. Mais quand on regarde les choses d'un peu plus près, on s'aperçoit que le modèle d'émergence de la Chine est basé sur 4 éléments. Contrôle de la démographie, priorité à l'agriculture, formation approfondie et ouverture des capitaux. Contrôle démographique, il n'existe pas. L'agriculture, on a fait l'impasse. La formation, on est pris par la démographie pour scolariser toutes les nouvelles générations qui arrivent toujours de plus en plus nombreuses. Et les investissements extérieurs, compte tenu de l'insécurité qui prédomine dans tous les territoires, elles n'arrivent pas à se défaire. Donc en fait, le modèle chinois n'est pas un modèle alternatif pour l'instant pour l'Afrique. La Chine d'ailleurs ne valorise pas particulièrement son modèle, mais l'Afrique reste très attirée par la Chine pour plusieurs raisons. Des financements qui n'arrivaient plus du côté occidental et aucune condition,
alors que l'Occident avait mis beaucoup de conditions, ce qui l'arrangeait aussi, parce que comme il manquait des moyens, c'était des bonnes raisons pour restreindre ses crédits. Et la garantie, parce que les Chinois ne sont pas les titulaires d'une œuvre de bienfaisance, ils cherchent à avoir une garantie, et si on est défaillant, on paye avec les matières premières et les ressources énergétiques. Donc le modèle africain aussi, avec les routes de la soie, est assez différent de ce qu'imagine l'homme de la rue en Chine, bien qu'il soit aussi sensible à ce que les produits chinois forment une forte concurrence à la création des manufactures en Chine. Et donc on a une difficulté, car il y a, par un certain côté, on voit des monuments, des bâtiments magnifiques avec quelques hôpitaux, quelques palais, quelques bâtiments administratifs, avec des lignes futuristes, mais il y a un problème pour l'engrenage économique, et il semblerait que pour que cela réussisse, il faut que le pays soit incorporé dans la logique économique chinoise. On a un bon exemple, c'est l'Éthiopie, où il y a la délocalisation d'un certain nombre d'entreprises, notamment dans la filière cuir, chaussures, et là, ça marche très bien, mais ça rentre dans une logique économique chinoise. Le développement industriel rentre dans cette logique plus particulière.